Cette vidéo vous est présentée par la boutique universludo.ca. Rendons les jeux accessibles à tous. Salut les gamers, bienvenue à Professeur Board Game, j'appelle David. Aujourd'hui à Prototype 101, on va regarder ensemble le prototype du jeu de société Kingdom Rush, une bannière de jeu mobile de Tower Defense que j'ai beaucoup joué dans ma vie. Donc ça va venir de Lucky Duck Game qui va nous lancer une campagne Kickstarter le 9 avril 2019 et le jeu devrait être édité en 2020. Ça nous vient des auteurs Elena Hope, Sang Fong Lim et Jesse Wright. C'est un jeu de 1 à 4 joueurs et les parties vont durer de 45 à 90 minutes selon le scénario choisi. Le but du jeu, évidemment, on est dans un jeu de Tower Defense qui est coopératif, donc les joueurs vont travailler ensemble pour défendre le royaume contre des monstres qui vont progresser sur un chemin. Donc on va avoir une gestion de cartes, on va avoir des tours qui sont représentés par des cartes dans nos mains, on va les placer autour du plateau à des positions stratégiques et on va avoir une mécanique de placement de tuiles pour pouvoir attaquer les monstres et les recouvrir pour essayer de les tuer. On va aussi avoir des tuiles spéciales de portail et le but du jeu va être de détruire tous les portails pour pouvoir empêcher le méchant magicien de venir dans le royaume. On a aussi des pouvoirs uniques, on va incarner un héros qui va pouvoir physiquement aussi se promener sur le plateau pour aller combattre les envahisseurs. Alors, Kingdom Rush, je vous montre comment on joue et ensuite je vous dis ce que j'en pense. On va installer une partie pour 2 joueurs. Premièrement, on va regarder dans le livret de scénario et on va se choisir un scénario qui va nous dire comment placer le plateau. Pour cette vidéo, j'ai décidé d'inventer un scénario fictif pour ne pas vous divulgacher les scénarios du jeu. Alors dans mon livret de scénario, je devrais avoir les informations pour pouvoir assembler le plateau avec les différentes tuiles de terrain et les tuiles de paysage. On va aussi nous dire où placer les petits transparents qui sont les sites de construction des 2 couleurs pour nos joueurs. Donc chacun des joueurs va avoir 6 sites de construction. On va avoir aussi les instructions pour pouvoir faire les piles de cartes horde. Donc dans ce scénario-là, on va avoir 2 piles de cartes. Ils vont nous dire dans le livret d'instructions quelles cartes placer les unes par-dessus les autres, combien de cartes portail placés dans chacune de ces pioches-là, combien de jetons spawn. Donc ici on a un scénario avec 2 jetons spawn qui sont numérotés 1 et 2 et on va avoir déjà sur le placement initial 4 cartes horde qui sont placées sur le plateau. Chacune des cartes horde va être dans un petit plateau horde comme celui-là qu'on va utiliser pour les déplacer. Les cartes horde sont toujours placées de façon à ce que la ligne de couleur soit parallèle avec la sortie du plateau qui est l'endroit où on a placé 7 cœurs qui sont en fait les points de vie de notre royaume. À côté du plateau, on va placer les différentes réserves de tours. Donc on va avoir 4 sortes de tours, donc les tours de milice. On va avoir 4 niveaux de tours milice. On va avoir les tours d'archer aussi, 4 niveaux de tours d'archer, 4 niveaux de tours de magicien et 4 niveaux de bombardier. On a un certain nombre de chacun des niveaux, donc les cartes sont en nombre limité selon ce qui est disponible dans la réserve. On va placer en dessous les jetons correspondants, donc en dessous des cartes de tours de milice, on va mettre les jetons de soldats. Ici, on a les gabarits, les tuiles d'attaque pour les tours d'archer, les tuiles d'attaque pour les tours de magicien et les tuiles d'attaque pour les tours de bombardier. On va aussi se faire une réserve avec les jetons de cristaux. Notre scénario va aussi nous dire si les joueurs vont commencer avec des cristaux déjà en réserve. On va dire que pour notre exemple, notre scénario nous donne un cristal qu'on va placer dans notre réserve sur la tuile royaume avec les cœurs. Chacun des joueurs va se choisir un plateau de personnage et on va aussi avoir la figurine de ce personnage-là, sa carte de personnage. On va aussi prendre les jetons de tuiles qui sont associés pour les attaques de ce personnage, les tuiles d'habileté spéciale qu'on va pouvoir gagner en cours de partie. On va se prendre un jeton cœur et on va le placer à l'emplacement pour avoir les points de vie de notre héros. On peut prendre aussi un cube pour représenter la couleur qu'on a choisie, qui va être associé avec des couleurs des sites de construction qui sont sur le plateau. Donc on va avoir le joueur vert qui va avoir des sites de construction et le joueur orange qui aura les sites de construction de l'autre côté.
Les joueurs vont placer leur figurine de héros sur la tuile de sortie au début de la partie. Ils vont pouvoir se déplacer à leur tour de jeu pour aller attaquer les monstres. Les joueurs vont ensuite prendre leur carte héros qu'ils vont ajouter à leur main de départ. On peut aussi donner une carte aide de jeu pour les héros qui est recto verso avec les différentes habiletés des monstres et de l'autre côté les autres habiletés de monstres qu'on peut retrouver pendant la partie. Et finalement, les joueurs vont avoir une main de cartes tour de départ qui est indiquée sur leur plateau de joueurs selon le nombre de joueurs en jeu. Donc ici, pour 2 joueurs, le joueur qui va jouer Ignus va commencer avec une tour de bombardier niveau 1 et 2 tours de mage niveau 1 dans sa main de départ. Donc on peut les ajouter avec notre carte héros. Alors que Alleria Swiftwing, l'archère elfe, va avoir une tour de milice niveau 1, une tour d'archer niveau 1 et une tour de magicien niveau 1 pour débuter la partie qu'on va placer dans sa main de départ. Une partie de Kingdom Rush se joue en plusieurs rondes de jeu. À chacune des rondes, les joueurs vont pouvoir jouer les cartes tour pour pouvoir les placer sur le plateau pour attaquer les différents plateaux de monstres qui sont sur le chemin. On va aussi pouvoir jouer notre carte héros pour activer notre héros pour combattre les monstres et aussi faire des habiletés spéciales. Les joueurs vont tenter de détruire les monstres pour les empêcher de se rendre au royaume. Si jamais le royaume perd tous ses cœurs, on va perdre la partie immédiatement. Et les joueurs devront survivre assez longtemps pour pouvoir voir apparaître les cartes de portail et détruire les cartes portail. Lorsque toutes les cartes portail seront détruites, les joueurs auront remporté la partie. Par contre, si une tuile portail réussissait à s'échapper, ce sera aussi une défaite. Chacune des rondes de jeu se joue en 7 phases. La première phase est la phase de jouer des cartes tour et des cartes de héros. Donc les joueurs pourront jouer des cartes tour sur le plateau, sur les sites de construction de leur couleur pour pouvoir les placer et attaquer les plateaux de la horde. Ils pourront aussi jouer leurs cartes de héros pour activer le héros pour le déplacer et aller combattre les cartes horde. Et ils pourront aussi passer des cartes tour qu'ils n'auront pas jouées à leur voisins de gauche pour pouvoir leur permettre de les améliorer au tour suivant. Dans cette phase de jeu, il n'y a pas d'ordre de tour de jeu. Les joueurs jouent dans l'ordre de leur choix jusqu'à temps qu'ils aient joué toutes les cartes tour et leurs cartes héros. Si on décide de jouer une carte tour de sa main, on peut venir la placer sur n'importe quel site de construction qui est libre, qu'il n'y a aucune tour de placer et qui est évidemment de la couleur du joueur. Donc ici, ce serait la tour d'archer de notre joueur vert. Donc il pourrait la construire dans un de ces 6 sites de construction. Les 6 autres sites de construction sont réservés pour le joueur orange, tel qu'indiqué avec les petites cartes transparentes. Notre joueur vert va donc venir placer une tour d'archer ici pour pouvoir attaquer la tuile horde qui est juste à côté. Lorsqu'on joue une carte de tour, on va la faire attaquer immédiatement. Donc la carte va attaquer selon la direction des flèches indiquées sur la carte tour. Donc ici, on va attaquer dans cette direction-là. Comme on a 2 flèches, on peut attaquer à 2 de distance. Donc je pourrais attaquer une tuile qui est ici ou une tuile qui se trouverait ici. Mais évidemment, ce n'est pas le cas présentement. On va pouvoir prendre ensuite la tuile correspondante à l'attaque qui est indiquée sur la tour et aller la placer sur une des cartes horde. Donc je pourrais la placer dans cet endroit-là. On ne peut pas bouger la tuile, on ne peut pas la tourner de l'autre sens ou la flipper de l'autre côté, donc on doit la jouer dans l'orientation qu'elle est indiquée par notre tour. Lorsqu'on réussira à améliorer nos tours, par exemple, la tour de niveau 3 ici pour les archers va me donner cette tuile d'attaque et on voit qu'il y a une icône ici de manipulation. Donc lorsqu'on a cette icône, on peut tourner la tuile dans le sens désiré et on peut aussi la flipper de l'autre côté pour la placer sur une tuile horde. On a aussi 2 types d'attaques. Lorsque les flèches de notre tour sont rouges, ce sont des attaques physiques. Et on va avoir les tours de magie, donc avec les magiciens, une flèche bleue pour des dégâts magiques. Et certains monstres auront des habiletés pour les protéger contre certains types de dégâts. Donc ici, le symbole avec un petit icône bleu et une barre, c'est des créatures qui sont immunisées aux dégâts magiques. Et le petit symbole ici, une épée avec une barre, sera des monstres qui seront immunisés aux dégâts physiques. Les tours de la milice, contrairement aux archers, aux magiciens et aux bombardiers, ne donneront pas de tuiles pour aller placer sur les cartes horde. Au lieu, on va avoir un certain nombre d'icônes de soldats qui vont nous donner des petits meeples qu'on va aller placer pour attaquer les différentes créatures. Donc ici, la flèche me permet d'attaquer sur la tuile qui est juste à côté et on peut aller placer le meeple sur n'importe quel endroit, sur n'importe quelle créature.
Certaines créatures ont l'habilité de voler, donc l'icône de vol. Lorsqu'on a un monstre avec cette icône-là, on ne peut pas placer de soldats sur ce monstre et on ne peut pas placer aussi notre héros sur ces monstres pour les couvrir. Certaines tours auront même des flèches de diagonale pour pouvoir attaquer les tuiles ordres qui sont placées en diagonale de celle-ci. Donc si je place ma tour d'adepte, qui est une tour de magicien niveau 2 dans cette direction, je vais pouvoir placer la tuile. On n'oublie pas de la placer dans la même direction qu'indiqué sur la carte. Et je vais pouvoir venir la placer ici pour couvrir 3 monstres d'un seul coup avec une tuile. Notre joueur orange pourrait donc décider de venir placer une tour de magicien ici pour pouvoir placer cette tuile sur les monstres et pourrait décider de jouer sa tuile de bombardier pour placer cette tuile ici pour recouvrir ces 2 monstres. À part jouer des tours pour pouvoir attaquer les différents plateaux hordes, les joueurs peuvent prendre des tours qu'ils ont en main et décider de les passer aux joueurs à leur gauche. Lorsqu'on va passer une carte tour, on va la retourner face cachée et on va la placer dans la zone ici des tours reçues par nos alliés. Donc ce joueur-là pourrait faire la même chose avec sa tour de magicien. S'il ne l'utilise pas, il va la passer à son coéquipier qui va la placer dans cette zone-là, qui plus tard va nous servir à améliorer de niveau cette tour. Si les joueurs n'ont plus de carte tour en main, la dernière chose qu'ils peuvent faire, c'est d'utiliser leur carte de héros, la placer sur leur plateau pour pouvoir faire une activation avec leur héros. Lorsque le héros va s'activer, il va pouvoir faire un déplacement selon son habilité de déplacement. Donc Alleria peut se déplacer de 2 zones. On peut se déplacer de façon orthogonale ou on peut se déplacer aussi de façon diagonale pour les héros. Alors que Ignus a un déplacement de 3, donc il pourra se déplacer de 3 cases sur le plateau. Une fois leur déplacement complété, les héros pourront faire une attaque de base qu'ils ont sur leur plateau avec différentes tuiles, ou ils pourraient activer une habilité spéciale s'ils ont acheté des habilités spéciales. Donc on pourrait dire, pour faire un exemple tout à l'heure, qu'on a l'habilité spéciale Call of the Wild qui va nous permettre d'appeler notre compagnon chat. Commençons donc par Ignus, qui a un déplacement de 3, donc je vais me déplacer seulement de 2 pour aller sur le plateau qui est ici pour l'engager. Lorsqu'on va engager un plateau, il faut qu'il y ait de la place physiquement pour placer notre héros sur la tuile horde. On ne peut pas le placer par-dessus des tuiles qui sont déjà placées. Les monstres qu'on va recouvrir seront vaincus, donc le héros va utiliser 4 cases sur la tuile, donc on va pouvoir recouvrir des icônes de monstres. Lorsqu'il a terminé de faire son déplacement, on va l'activer, donc je pourrais faire son attaque de base qui est en mêlée. En mêlée, c'est qu'on va attaquer sur la tuile qu'on a engagée présentement. Donc, je vais prendre une tuile de 3 et j'ai une icône de manipulation. Donc, je peux la placer dans la direction de mon choix. Je pourrais donc recouvrir 3 monstres d'un seul coup avec mon attaque. Alleria va faire son déplacement. Elle va se déplacer de 2, va aller recouvrir des monstres sur la même tuile que Ignus. Et elle va ensuite décider, au lieu de faire son attaque de base, de faire une action spéciale. Donc elle va utiliser cette tuile pour activer son habilité. Donc on va avoir un compagnon chat qui a 2 points de vie et 1 de déplacement. Donc elle va l'activer immédiatement. Donc il va compter un peu comme un héros. Donc elle va pouvoir l'activer et aller le déplacer d'une case et aller engager la tuile horde juste à côté pour couvrir les derniers symboles de cette tuile. Lorsqu'on a activé une tuile d'habileté spéciale, on va la retourner, donc on ne pourra pas l'utiliser tant que notre héros ne sera pas reposé. La dernière action qu'un héros pourrait faire s'il n'était pas engagé sur un plateau horde, il pourrait se reposer, donc il regagnerait tous ses points de vie et il retournerait ses habiletés sur le côté visible pour pouvoir les réutiliser. Plus tard dans la partie, on aura affronté les fameuses tuiles portail qui sont des cartes horde mauve qu'on peut facilement reconnaître. Et on va avoir une icône spéciale au centre de cette carte horde. On va avoir un chiffre d'inscrit sur cette case, donc ici c'est un chiffre 3, ce qui veut dire que c'est le niveau minimum qu'une tour doit avoir pour pouvoir faire une attaque sur la tuile portail. Donc je peux seulement l'attaquer avec des tours de niveau 3 ou de niveau 4. Par exemple, je pourrais placer une tour de magicien ici qui est niveau 3 pour aller faire une attaque. Je peux donc avoir un symbole de manipulation, je peux retourner la tuile et la déplacer dans l'orientation de mon choix. Je pourrais donc aller recouvrir 4 symboles d'un seul coup. On ne peut jamais recouvrir le symbole du centre qui indique le niveau requis pour l'attaquer. Lorsqu'une tour a fait une attaque sur une tuile portail, on va retourner la tour face cachée. Si un héros vient engager une tuile portail, il va subir 1 point de dommage. Et si un héros fait une attaque sur une tuile portail, il va aussi subir 1 point de dommage.
À la fin de la phase numéro 1, lorsqu'on a terminé de jouer nos cartes, de passer des cartes de tour et on a fini de jouer notre héros, les tours qui sont retournés face cachée, qui ont attaqué une tuile portail, seront défaussés. On va les retourner à la réserve. Donc ici, on a une tour de machin de niveau 3 qu'on retourne dans la réserve. Dans la deuxième phase, on va regarder si les tuiles hordes en jeu ont été détruites. Donc, il faut que tous les icônes de monstres soient recouverts, ce qui est le cas avec notre tuile qui est ici présente. On va donc retirer cette tuile du plateau. On va enlever les différents jetons de dégâts dessus. On va retourner les meeples aussi dans la réserve. Si jamais on avait un héros dessus, donc ici on avait le chat, il va subir 1 point de dommage. Donc on va faire diminuer son cœur sur sa fiche de personnage de 1. On va retourner la carte de l'autre côté. On va regarder la récompense. Donc ici j'ai 2 cristaux. On va donc gagner 2 cristaux de la réserve qu'on va ajouter dans notre tuile royaume. Et on va défausser la carte tout simplement et remettre la tuile dans la réserve. Si jamais dans cette phase on venait de détruire la dernière tuile portail de la partie, on ne gagnerait pas tout de suite la partie. Il faudrait survivre aux autres phases du jeu et terminer la ronde pour pouvoir l'emporter. Le héros qu'on avait enlevé va être tout simplement remis sur le plateau, juste sur le chemin où il était. Si jamais c'était son dernier point de vie, on va tout simplement le retirer et le replacer sur notre plateau personnage. Un héros détruit va se régénérer au début de la prochaine ronde de jeu. Il va récupérer tous ses points de vie et toutes ses habiletés, mais devra sauter cette ronde de jeu. Il ne pourra pas être activé pendant la ronde de jeu suivante de sa réapparition. On passe ensuite à la phase 3, qui est la phase de déplacement des plateaux horde. On va toujours commencer par le plateau horde le plus près de la sortie. Donc c'est le plateau horde qui est ici. Il va se déplacer d'une seule case. Donc il va se déplacer ici où est notre héros. Lorsqu'on déplace un plateau sur une case qui a le héros, on va tasser le héros sur une case vide où il n'y a pas de tour qui est adjacente. Sinon, s'il n'y a pas de place disponible autour, on va le ramener sur la tuile de sortie. Je pourrais placer mon héros ici. Par la suite, on va aller à ce plateau-là, qui est le prochain, qui est le plus près. Comme il y a un héros dessus, le héros va empêcher le plateau de se déplacer. Mais par contre, le héros va perdre 1 point de vie. Donc, on va enlever 1 point de vie au héros sur son plateau personnel. Ensuite, on a celle-ci qui va se déplacer de 1. Comme il y a déjà une tuile sur la case suivante, elle va sauter par-dessus et donc se déplacer jusqu'ici. Et le plateau horde qui est là va se déplacer ici. On a 3 habiletés qui sont reliées au mouvement des cartes de la horde. Donc on a le mouvement ici de vitesse avec les loups. Si jamais on voit un icône comme ça sur une carte horde, le plateau horde va se déplacer de 2 emplacements au lieu de 1. Si jamais il y a un héros, on va diminuer à 1 emplacement de déplacement au lieu de 2. Ensuite, on a le soin. Donc, si on a une tuile avec soin qui se déplace, elle va se soigner et soigner toutes les tuiles adjacentes, incluant celles diagonalement. Et les joueurs devront enlever une tuile de dommage de chacune de ces tuiles hordes. On a ensuite la cible. Donc, ce sont des archers. Lorsqu'ils auront terminé leur déplacement, ils vont attaquer tous les héros sur leur tuile, ainsi que les tuiles adjacentes, incluant évidemment les diagonales. On a donc une icône de cible ici sur cette tuile, donc elle va pouvoir faire un point de dégâts à ce héros-là et un point de dégâts à l'autre héros après son déplacement. Si on avait eu une carte ici avec des loups, donc au lieu de se déplacer de 1, si la tuile était là, elle se serait déplacée de 2 d'un seul coup. Si ma tuile avec des loups avait été ici, elle se serait déplacée de 2, donc 1, 2, et elle aurait sorti du royaume. Lorsqu'une tuile sort du royaume, on va regarder combien il reste de monstres non couverts, donc 1, 2, 3, 4, 5, 6. On va donc retirer 6 cœurs du royaume, il nous en resterait un seul, donc le royaume serait encore en vie, mais serait presque mort. Et la tuile, la carte, en fait, horde sera défaussée et on ne gagnera pas la récompense de cristaux. Une fois les déplacements terminés, on passe à la 4e phase, qui est la phase de spawn. Donc pour chacune des zones de spawn, on va y aller en ordre croissant. Donc on va faire apparaître une nouvelle tuile horde sur l'emplacement numéro 1, en piochant la première carte horde de cette pioche. Et on va faire la même chose ensuite de l'autre côté. Au spawn numéro 2, on va placer une tuile horde et piocher la première tuile horde. Si jamais il y avait déjà une tuile, on fait comme les règles de déplacement, on va passer par-dessus et aller dans la prochaine case disponible. Notre scénario pourrait aussi avoir des règles spéciales sur le spawn. On pourrait nous faire apparaître 2 cartes à chacun des emplacements ou avoir des événements spéciaux qui pourraient se dérouler selon notre scénario.
La phase numéro 5 est la phase d'amélioration. C'est là qu'on va regarder les cartes dans notre zone de cartes tour reçues par le joueur à côté de nous. Donc ici, on va regarder, j'ai une tour niveau 1 de magicien. Donc je vais la retourner dans la réserve et je vais l'augmenter en tour de niveau 2 de magicien. Et je vais l'ajouter dans la main de ce joueur. On va faire la même chose ici. On avait aussi une tuile niveau 1 de magicien et on va l'améliorer pour une tuile niveau 2 de magicien. On voit que les cartes sont en nombre limité. Donc si jamais on avait une amélioration à faire et qu'on ne peut pas prendre de cartes parce que la réserve est vide, à ce moment-là, la carte qu'on avait dans notre zone d'amélioration va tout simplement aller dans notre main. Ensuite, dans la phase numéro 6, les joueurs vont récupérer les cartes de tour qui sont sur les sites de construction de leur couleur. Donc notre joueur vert va récupérer ces 3 tours qu'il avait joués. Et il n'y a pas de limite de cartes qu'on peut avoir en main. Donc les 2 autres étaient pour notre joueur orange qui va les récupérer, les remettre dans sa main. Et les joueurs vont aussi récupérer leurs cartes héros qu'ils vont remettre dans leurs mains pour la prochaine ronde de jeu. Finalement, la 7e phase de jeu est la phase d'achat. Donc les joueurs vont pouvoir dépenser les jetons de cristaux qu'ils ont gagnés. Les jetons sont collectivement aux joueurs, donc on peut décider à qui on va donner les choses qu'on achète avec les cristaux. Pour 2 cristaux, on peut décider d'acheter une tour de niveau 1. On peut seulement acheter des tours niveau 1. Les tours niveau 2, 3 et 4 doivent être obtenus à cause des améliorations. Donc je pourrais décider d'acheter une tour ici de Militia numéro 1 et de la donner à notre joueur qui est ici. Ensuite, ce qu'on peut faire avec un cristaux, on peut acheter une habilité spéciale pour un des héros. Donc, je pourrais décider d'acheter cette habilité pour Ignus. Et ensuite, on va commencer une nouvelle ronde de jeu. Donc, les joueurs vont pouvoir commencer à placer les tours sur le plateau, attaquer, activer leur héros pour le déplacer et attaquer. Et ainsi de suite. On va continuer jusqu'à temps qu'on atteigne la condition de victoire, qui est de détruire toutes les cartes de portail qu'il y a dans notre scénario, avant qu'une des 2 choses suivantes n'arrive, donc que le royaume n'ait plus de cœur. Donc à ce moment-là, on va perdre automatiquement la partie. Et si jamais une tuile de portail s'échappait, on va aussi perdre automatiquement la partie. Et voilà, c'est comme ça qu'on joue à Kingdom Rush. Je vous reviens avec mon opinion personnelle. Qu'est-ce que je pense du prototype de Kingdom Rush? Donc, je tiens à le rappeler, c'est un prototype, donc je ne parlais pas du matériel parce que c'est pas nécessairement ce qu'il va y avoir dans la version finale côté qualité de matériel, vu que j'ai une version prototype. J'ai aussi pas accès à tous les scénarios, donc j'avais accès aux 3 premiers scénarios pour pouvoir tester le jeu et voir un petit peu comment ça se jouait. Premièrement, je tiens à spécifier aussi que je suis un énorme fan de la franchise Kingdom Rush. Donc j'ai joué aux 3 premiers jeux là, parce qu'ils sont disponibles sur Steam. J'ai mieux joué sur un ordinateur que sur un téléphone. Je trouve ça petit pour jouer aux jeux vidéo. Mais c'est le genre de jeu que j'adore. Je pense que c'est mon jeu de Tower Defense préféré côté jeu vidéo. Puis c'est un style que j'aime beaucoup pour le côté stratégique. Puis je joue tellement à ce jeu-là que j'essaie de faire tous les achievements. J'essaie de compléter tous les scénarios sans perdre de vie. J'essaie de faire tous les challenges aussi qui sont donnés dans le jeu vidéo. Donc j'ai passé beaucoup d'heures à jouer à Kingdom Rush. Alors quand on m'a parlé de cette version jeu de société qui s'en venait, donc j'avais fait une entrevue à Gen Con l'année passée avec Vincent de Lucky Dog Game. Quand il m'avait annoncé ça, là, mes yeux avaient fait comme oh ok Kingdom Rush. J'ai vraiment hâte de voir ce que vous allez nous préparer. C'est le genre de jeu évidemment qui est vraiment le fun à mettre en jeu coop. Donc ce qui est effectivement le cas dans le Kingdom Rush, le jeu de société. J'ai aimé aussi comment ils ont amené la mécanique de combat. Je m'attendais vraiment pas à ça honnêtement. On peut penser que ça va être un genre de système de cartes, on va jouer des cartes pour attaquer les ennemis, ou ça va être un style un peu plus Ameritrash, on va lancer des dés pour pouvoir attaquer, faire nos attaques et tout ça. Donc là, on a mis du placement de tuiles, donc j'ai comme fait, c'est vraiment weird comme système de combat, mais c'est différent, c'est super original, puis étrangement, ça fonctionne super bien. Donc j'ai trouvé ça le fun. J'aime les jeux de ce style-là, les jeux patchwork rien, si on veut, à la Tetris, là, avec des petites tuiles qu'on place. Donc là, d'amener ça dans un jeu de Tower Defense, dans un jeu coopératif, je trouve ça assez fou comme idée, donc j'ai trouvé que ça fonctionnait vraiment bien aussi en pratique. Le jeu, évidemment, va offrir de la variété, donc on va avoir plusieurs scénarios, on va pouvoir évidemment choisir des scénarios pour la difficulté, on va pouvoir faire cette progression-là en campagne qui va être intéressante. On a aussi accès à plusieurs héros, chacun des héros est différent, ses forces, ses faiblesses, ses habilités, donc si on peut apprendre à jouer avec différents héros, ce qui est quand même assez intéressant. Le jeu est pas très compliqué à apprendre, donc oui, comme il y a 7 phases
phase de jeu, ça a l'air gros au début, mais quand on voit, à part la première phase, qui est vraiment la phase où on place, on joue nos cartes, on fait nos dégâts, on fait nos affaires, les autres phases, c'est pas très complexe pour pouvoir justement avancer les tuiles, en faire apparaître des nouvelles, faire les upgrades, tout ça. Donc le jeu est quand même assez simple et assez instinctif. On voit qu'il y a beaucoup d'icônes aussi, donc il y a très très peu de texte dans le jeu, mais généralement, les jeux de Lucky Duck sont offerts en français et en anglais aussi dans les campagnes Kickstarter, donc inquiétez-vous pas pour ça. J'ai trouvé que aussi c'est le fun parce qu'ils ont bien pris l'esprit du jeu de Kingdom Rush que je connais vraiment bien, le jeu vidéo, et on a ce feeling-là quand on joue au jeu de société, donc je me sentais vraiment comme dans le jeu vidéo. J'avais même fait jouer la musique du jeu vidéo pendant que je jouais, donc j'étais vraiment dedans. On retrouve les mêmes types de tours, donc c'est le fun d'avoir déjà les 4 types de tours qu'on a accès à ça. On va avoir les améliorations de niveau, deviennent de plus en plus puissants. On va avoir les niveaux 4 qui sont vraiment puissantes puis qui vont attaquer souvent plus qu'un endroit à la fois. Fait que ça, c'est vraiment le fun aussi. Puis je trouve qu'ils ont bien balancé le système parce que le but c'est de tuer les tuiles portail. Puis les tuiles portail, ben là la twist c'est que quand je les attaque avec une tour, je perds cette tour-là. Donc là, il faut que je fasse une espèce de roulement avec mes cartes, de dire ok, ben là, ces tours-là, il faudra que j'ai sacrifié pour tuer le portail, mais là, il faudra que j'aille upgrader d'autres tours pour pouvoir prendre la relève. Donc tu vas avoir une espèce de roulement dans tes tours, d'avoir des décisions, de dire quel tour je veux upgrader, quel tour je veux jouer, puis aussi de voir quel plateau on peut arrêter sa progression. Ok, je vais aller mettre mon héros là pour le bloquer. Je vais me faire attaquer un petit peu, on va mettre une milice là pour que lui avance pas. Donc le côté stratégie est vraiment intéressant à l'intérieur du jeu. Le jeu se joue de 1 à 4 joueurs. Comme c'est un jeu coopératif, souvent on a des modes solo parce qu'on joue tout seul, mais on contrôle 2 personnages, donc c'est comme une partie à 2 joueurs. Et à votre grande surprise, j'ai joué la majorité de mes parties en solo, donc en contrôlant 2 joueurs, et j'ai vraiment aimé ça. Vous le savez, mes auditeurs, on en parle souvent, vous le savez, je suis pas un gros fan de jeux solo, mais j'ai trouvé que ce style de jeu-là, en solo, j'ai trouvé ça vraiment le fun, puis ça correspond pas mal plus à ma palette. Donc je pense que je suis un fan des jeux solo, mais qui sont de style coop. Parce que souvent ça change pas le jeu en tant que tel, on va juste jouer 2 ou 3 personnages, puis le jeu fonctionne à peu près de la même façon comme on est en multijoueur. Donc vraiment plein de côtés positifs, j'ai hâte de voir ce que la campagne va nous réserver, qu'est-ce qu'il va y avoir comme stretch goal, comme personnage, donc qu'est-ce qu'on va nous développer. Il va y avoir des boss aussi, donc des boss, des grosses figurines qui nous ont teasé, donc j'ai hâte de voir comment les combats de boss vont fonctionner. Est-ce qu'il va y avoir d'autres sortes de tours, parce que dans le jeu vidéo, les tours niveau 4, on a comme des choix, on a plusieurs choix, puis chaque tour va avoir des habilités différentes, fait que c'est aussi j'ai hâte de voir qu'est-ce qu'ils vont nous offrir côté variété avec les tours, mais ça augure vraiment bien. Pour moi, c'est une campagne que je vais suivre avec beaucoup d'intérêt. Parce que c'est un jeu que j'ai vraiment adoré essayer en jeu de société pour un jeu que je connaissais déjà beaucoup. Pour les petits côtés négatifs, c'est comme c'est un jeu coop, puis ce style de jeu coop là, je pense qu'il se prête un petit peu aux joueurs alpha, donc il va falloir faire attention à ça pour pas dire à tout le monde ok, joue ta carte là, fais ça, puis finalement tu prends les décisions pour tout le monde, puis c'est pas super le fun pour les autres, fait que ça, faites attention. Même moi, je pense que c'est le style de jeu, je me concentre un petit peu puis dire ok, ben voir discuter puis essayer de trouver des trucs ensemble parce que j'aurais tendance à vouloir faire du alpha gaming dans ce jeu-là en multijoueur. Parlant du multijoueur, j'ai moins aimé mes expériences à 4 joueurs qu'à 1 ou 2 joueurs. Donc je pense que c'est un jeu qui va jouer mieux avec un petit nombre de joueurs qu'à 3 ou 4 joueurs. Donc à ce moment-là, c'est une préférence personnelle, mais ça se fait quand même de jouer à 4. C'est juste que ça va peut-être rallonger aussi les parties un petit peu plus. Puis c'est un jeu qui va quand même avoir beaucoup de petites manipulations. Donc on place les petites tuiles, après ça on va faire attention quand on déplace un plateau pour pas que tout bouge. Puis là, ok, c'est vrai, il était placé où déjà ces tuiles-là, puis là on les déplace, puis on bouge ça. Fait qu'il faut faire attention, beaucoup de petites manipulations, on les place, on les déplace, on les enlève, on replace ça. Donc il y en a qui aimeront pas ce petit côté-là de gestion, là, puis de déplacement de petits matériels, là. Somme toute, j'ai vraiment hâte de voir la campagne puisque ça va nous réserver. Donc j'ai vraiment aimé, premièrement, l'originalité du système de combat. Donc ça m'a vraiment surpris que ça fonctionne avec du placement de tuiles et j'ai vraiment aimé comment ça fonctionne comme ça. Ça fait rafraîchissant dans ce style de jeu-là. Puis ça fait des années que je cherche un bon jeu de Tower Defense en jeu de société. Et puis je pense que Kingdom Rush a le potentiel de venir chercher cette place-là dans mon cœur, de remplir le trou d'un bon jeu de Tower Defense en jeu de société. Donc on va suivre la campagne avec beaucoup d'intérêt. La campagne va être lancée le 9 avril. On va vous mettre le lien en commentaire à partir de cette date-là quand la campagne aura débuté. Donc regardez ça avec beaucoup d'intérêt. Et voilà,
c'est tout pour aujourd'hui. Donc, si jamais vous n'êtes pas abonné à notre chaîne, vous pouvez cliquer le petit bonhomme ici en bas de l'écran. Sinon, vous pouvez nous suivre sur Facebook, Twitter, Instagram à Professeur Board Game. Vous pouvez aussi nous encourager sur notre campagne Patreon. Et je vous souhaite une excellente fin de journée et continuez de gamer.